Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat de la France Insoumise à cette élection présidentielle, arrivé en Martinique en provenance de la Guadeloupe. Comment vous réagissez tout d'abord à cette annonce un petit peu ambiguë de Christiane Taubira ? Je n'ai pas envie d'ajouter au ridicule de la situation dans laquelle s'est plongée la gauche traditionnelle, parce que beaucoup de gens se désespèrent, non pas du fait qu'il y ait des candidatures, mais que tout ça se déroule dans une ambiance pareille. Alors, si je dois le traiter, ce sera avec humour. J'ai du respect pour chacun d'entre eux. Je n'ai pas l'intention de me disputer avec eux. Je dirais que je suis le feuilleton avec intérêt et que j'aurai beaucoup de plaisir à regarder la prochaine saison depuis l'Élysée. C'est le mieux que je puisse faire à cet instant. Maintenant, je voudrais dire à ceux qui m'écoutent, nous avons travaillé bien et sérieusement pendant les 5 années sur ce programme. Nous l'avons confronté au débat parlementaire. Nous travaillons sérieusement. Je mérite votre confiance. Je ne descendrai pas à me battre dans le bac à sable. Alors justement, la France Insoumise se pose en alternative de ce côté de l'échiquier politique. Vous êtes depuis le début de la semaine maintenant en déplacement ici aux Antilles françaises. Quelles sont les grandes lignes de ce programme que vous avez baptisé l'Avenir en commun, que vous proposez à nos territoires ? Alors d'abord, il y a ce qui concerne tous les Français, où qu'ils habitent, où qu'ils résident. Ce sont les grandes mesures telles que la convocation d'une assemblée constituante pour que nos institutions subissent la cure de rajeunissement et d'unification du peuple français qu'elles doivent connaître, puisque aujourd'hui, toutes les élections sont marquées par un niveau d'abstention qui montre qu'il y a une véritable divorce démocratique dans notre pays. Ensuite, il y a les mesures sociales. Je ne vais pas toutes les égrener, mais je retiendrai d'abord le fait qu'on revienne à la retraite à 60 ans, que l'on augmente le SMIC, et ainsi de suite. Mais quand je viens dans les Antilles françaises, mais c'est vrai aussi dans les autres territoires insulaires, ou territoires éloignés comme la Guyane, éloignée évidemment du continent européen. Je suis frappé par le fait que l'ensemble de ces sociétés sont plutôt tournées vers l'Europe, qui est quand même à 10 000 km de distance, que vers les continents dont elles sont voisines. C'est vrai aussi pour la Réunion, c'est vrai pour la Calédonie, puisque je suis allé sur tous ces territoires. Et j'ai envie de vous dire, bon, non pas ce que je vous promets, après tout, vous achetez le programme et vous verrez ce qui est écrit. Ce ne sont pas des promesses, mais ce sont une manière de réorganiser la société en entrant en rupture avec le cadre dans lequel nous sommes aujourd'hui et qui ne conduit qu'à des désastres. Mais j'ai envie de vous dire la chose suivante. Tous, autant que nous soyons grands, petits, riches, gros ou maigres, nous serons tous confrontés au même défi de la catastrophe sociale que nous vivons et le défi climatique. Vous devez donc, ici comme ailleurs et partout, y compris l'Hexagone, prendre vos dispositions pour vous rendre souverain alimentairement, énergétiquement, sanitairement. Et ça veut dire des milliers d'emplois qu'il faut déployer. Donc je suis plutôt soucieux de me dire où vais-je trouver tous ces gens dont on a besoin. Évidemment, on les trouve sur place. Ce genre de compétences, ça ne se délocalise pas, puisque c'est ici qu'on vit. Voilà ce que je viens de dire à la Martinique, comme avant à la Guadeloupe, et il y a 3 mois ou 4 mois de ça à la Guyane. Est-ce que vous prenez par exemple de sortir des traités européens, de la zone euro, des choses comme ça ? Non, voilà comment j'aborde la question. Parce que j'ai remarqué que dans le passé, j'avais du mal à bien faire comprendre ma position, et les gens pensaient ou bien que je comptais détruire l'Europe, ou des choses comme ça. C'était à nous de nous remettre en cause et de nous interroger sur notre manière de parler. Donc je prends les choses beaucoup plus simplement. Je ne veux pas en faire une guerre idéologique. Je veux une chose concrète. Voilà. Nous avons un programme. Si vous m'élisez, ce programme sera appliqué. Si ce programme est contradictoire aux consignes et aux traités européens, nous demanderons l'opt-out. Ça veut dire nous n'appliquerons pas la part des traités qui interdirait l'application du programme. Premièrement, la démocratie, la volonté du peuple français. Secondairement, nous verrons bien. Donc je pense que ça provoquera une discussion en Europe, mais pour une fois sur une base plus intéressante. Par exemple, si je dis je ne veux plus appliquer un seul traité qui nous mette en régression sociale, ça tout le monde comprend. Et les gens se disent, enfin c'est plein de bon sens, pourquoi on ferait moins bien après qu'avant ? Mais ça serait des débats plus intéressants que ceux qu'ont déclenché la Pologne, la Hongrie, sur des sujets qui mettent en cause les libertés publiques ou les valeurs auxquelles nous croyons tous ici, quelles que soient nos opinions politiques par ailleurs. En gros, les Français, à part les secteurs de l'extrême droite, sont d'accord sur un cœur de doctrine qui est liberté, égalité, fraternité. Nous discutons entre nous de comment on applique tout ça.
Alors à l'heure actuelle, la dépendance, malgré ce que vous venez de dire de la Martinique et de la Guadeloupe, vis-à-vis de l'Hexagone est une réalité. Est-ce qu'on doit sortir de cette dépendance et si oui, de quelle façon, vu l'étroitesse des territoires et les difficultés que l'on connaît? Alors, je vais essayer de renouveler un peu ce regard, parce que voyez-vous, quand je viens en Martinique ou que je vais en Guadeloupe ou ailleurs, hein, les gens ont du bon sens et me disent, écoutez, ce que vous venez de me dire, on est dépendant, etc. Mais je voudrais vous donner une mauvaise nouvelle. L'Hexagone aussi, il est dépendant, il ne le sait pas. Il ne sait pas que 80% de ce qu'il mange est importé. Vous le savez, vous avez au moins l'avantage de la connaissance et de la conscience. L'Hexagone ne sait pas qu'il est dépendant sanitairement parce qu'il est incapable de produire les machines dont on a besoin et les médicaments qu'on consomme, puisqu'aujourd'hui, là aussi, 80% est importé. Il faut que tous les Français, de tous les territoires français, comprennent que la grande logique, ça doit être la relocalisation. Réinstaller le plus de choses possible à l'endroit où on peut le faire. Je ne vous dis pas qu'on peut tout faire. Je ne vous dis pas que la Martinique saurait tout faire. Mais il y a plein de choses qu'elle saurait parfaitement faire, notamment dans le domaine. On va prendre un domaine un peu technique pour ne pas être seulement dans les sentiers rebattus. Mais franchement, qu'est-ce qui empêche les Martiniquais d'installer à 25 km des côtes des parcs d'éoliennes offshore? Ça veut dire des navires de service, ça veut dire du personnel formé, ça veut dire évidemment l'autonomie énergétique. Vous savez le faire. La centrale de Bouillante, que je nationaliserai. En Guadeloupe. Oui, la Bouillante, oui, mais ici, vous avez le volcan aussi, c'est la Soufrière. Oui, on a un volcan, en effet. Oui, mais si vous avez un volcan, vous êtes dans la même situation. Laissez-moi achever. La centrale de Bouillante nous permet de savoir comment on tire de l'énergie d'un volcan. C'est le cas ici. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? 4, 5, 6 trous, 5, 6 centrales, on a les brevets. On sait tout faire. Alors, il faut arrêter d'avoir des complexes. Et puis de se dire, on ne peut rien faire parce qu'on est loin. C'est pas vrai. On peut tout faire. Eh bien, ça, ce sont des emplois de haut niveau technique. Je sais que la jeunesse des Antilles, on va prendre les Antilles pour ne pas se lancer dans des choses trop compliquées, mais la jeunesse des Antilles, elle a la qualification. Nous avons des bacs plus 2, plus 5, plus 6. Nous avons aussi pas assez de bacs professionnels et de BTS. Eh bien, les gens, je vous annonce que si c'est moi qui préside ce pays, il va falloir retrousser les manches, vous le faites déjà, mais il va falloir que toute la jeune génération se projette sur les métiers du futur. Pas dans 50 ans, tout de suite. Parce que c'est maintenant qu'il faut qu'on règle le problème. Pas quand on aura des tornades tous les mois en mer. Vous savez comme moi que dans l'océan Atlantique, les cyclones sont plus fréquents et plus groupés. C'est pour ça que la solution des éoliennes aussi ne paraît pas évidente de premier abord. Écoutez, ni vous ni moi, êtes ingénieur, d'accord? Alors, je vous réponds comme ça parce que, figurez-vous, j'ai fait la même réponse que vous. Aux jeunes gens qui sont ingénieurs à l'école de Nantes, je leur ai dit, votre truc, ça marche pas s'il y a trop de vent. Ils m'ont dit, vous inquiétez pas, ça n'est qu'un problème technique. Alors, cher monsieur, je ne suis pas ingénieur, mais au moins je peux vous répondre ça. C'est un problème technique, vous inquiétez pas, on se débrouillera. Mais je pourrais vous donner un autre exemple. Si jamais les cyclones vous préoccupent, on remplacera ça par les centrales thermiques qu'on installera branchées sur la Soufrière. Bon, eh bien, on pourrait prendre l'exemple de la climatisation, parce que j'ai remarqué que maintenant, il y en a partout et qu'on ne sait plus vivre sans. Au lieu de mettre ces machines qui bouffent une énergie pas possible et qui nous rendent tous malades, on peut installer, on sait le faire, comme on l'a fait en Polynésie française, une machine qui prend le froid du fond de la mer et par le mécanisme chaud-froid, chaud en haut, froid en bas, ça tourne tout seul et ça fait monter du froid. Il y a eu un projet, il y a eu l'élaboration ici d'un projet au large de Saint-Pierre, mais qui, au bout de 3-4 ans, n'a toujours pas abouti. Oui, ça va aboutir parce que ça suffit des projets qui n'aboutissent pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos coins, là, mais il y a quand même un problème. Je m'en vais à la Guadeloupe, on me parle de 10 ans pour remettre des canalisations en état, mais enfin, c'est une mauvaise plaisanterie. Les gens ne vont pas attendre 10 ans pour se laver et ouvrir le robinet le matin. Donc il faut... Alors maintenant, c'est devenu un problème pour les Français de poser des canalisations à moins de 10 ans. Mais enfin, c'est une mauvaise plaisanterie. Donc il faut y mettre de l'ordre, de la volonté et de la fermeté. Et voilà, quand on a décidé quelque chose, eh bien, il y a des gens pour le faire. On n'a pas besoin de faire venir des gens de je ne sais pas où, à la Martinique, ça veut le faire tout seul. On a les ingénieurs. Alors, il faudra amener les tuyaux. Je parle parce que vous aussi, vous avez un problème d'eau sur le territoire. On le réglera comme ça. De la même manière, je vous l'ai dit, s'il y a un projet qui n'a pas abouti, je vous donne je vous fiche mon billet, que moi, je vais vous le faire aboutir. Parce que je vais aller voir les gens, leur demander ce qu'ils fabriquent au juste. Puisqu'on sait le faire à la Polynésie française, pourquoi on ne sait pas le faire en Martinique? Expliquez-moi voir. Donnez-moi une raison. Il n'y en a pas. Allez, au boulot. Au niveau alimentaire, là aussi, nous sommes extrêmement dépendants de tout ce qui nous arrive de l'extérieur. Vous envisagez des solutions? Oui, l'agriculture vivrière, et pour qu'elle arrive à vivre, il faut mettre des droits de douane qui empêchent aux produits qui arrivent de l'extérieur
de valoir infiniment moins cher que ce qui se fait ici. Mais surtout, je veux décomplexer les Martiniquais. Vous dépendez à 80% de ce que vous consommez. L'Hexagone aussi. Donc le problème, c'est pas l'île, c'est le modèle économique qui aboutit à une aberration pareille. Là, je sors au Grand Morne. J'ai été voir Richard et son installation là dans le moulin. J'ai voulu voir de mes yeux qu'on ne me raconte pas d'histoire. Comment on peut tirer de l'énergie électrique d'une petite rivière, la Lézarde, c'est pas la Gironde ni la Garonne. Hein. Bon, de ça, on arrive à tirer de l'énergie, de l'électricité. On peut mouliner l'eau encore plusieurs fois tout le long de la Lézarde, d'accord ? Et à mesure qu'on avance, avoir ces sources d'électricité. Et qu'est-ce qu'on fait là ? On fait des produits agricoles et l'énergie dont on a besoin pour sécher les écorces, pour traiter tout ça, tout se fait sur place. Alors, faut pas dire que c'est pas possible, parce qu'on sait le faire. Pendant que j'y étais, je discute avec le patron, on discute de choses et d'autres, il est très branché sur les problèmes contemporains, je lui dis, bon, on arrête avec le plastique, parce qu'il y en a partout. Il me dit oui, et il me dit, on n'a plus le droit maintenant, puisqu'on n'a plus le droit de prendre du liège pour faire des barquettes. Vous voyez, c'est concret ce que je raconte, c'est très concret. Et il me dit, ben regardez, on n'a qu'à prendre le bambou, puisque le bambou, on peut faire plusieurs récoltes par an et en tirer la matière première. Donc, il faut arrêter de penser que parce qu'on est à la Martinique, on ne saurait pas faire les choses. Ce n'est pas vrai. On peut devenir souverain. Alors après, évidemment, vous ne mangerez pas de fraises quand c'est pas la saison. Ben voilà. Alors avec Mélenchon, il n'y a pas de fraises à Noël. Voilà. Vous voyez le grand drame qui s'annonce Ni devant du nous. McDo. Ici, on sait que la consommation de champagne en moyenne est largement supérieure à celle de la population nationale. La consommation de poulet, les McDonald's, il y a des centaines de mètres de queue tous les vendredis soirs devant les McDo de Lille. Il y a aussi peut-être des changements de comportement. Il y a des habitudes qui sans doute changeront. Mais les Martiniquais, s'ils sont gourmands, comme je le suis moi-même, ils aiment les bonnes choses, ils vont au bon endroit. Il faut accepter les bonheurs de la vie. Mais on va dire aux gens, écoutez, ça, c'est pas possible. On va faire autrement. Et puis je suis sûr que nous avons la possibilité de produire ici aussi des très bonnes choses qui satisfont les gourmands. On n'a pas toujours vécu avec McDonald's, ma grand-mère ne saurait même pas ce que c'est. Hein. Bon, d'accord. Donc on a vécu autrement, on peut vivre à nouveau autrement. Parlons un peu de la crise sanitaire, donc une pandémie mondiale qui nous intéresse, nous aussi ici, avec une obligation vaccinale et un pass sanitaire qui s'impose et qui est largement refusé par les organisations syndicales de soignants. Quel est votre point de vue sur ce pass sanitaire ? Alors, le pass sanitaire, on s'entend bien, on parle de chaque chose séparément. Le pass sanitaire, je suis contre. J'ai voté contre, et j'ai voté contre à l'extension de l'état d'urgence des pleins pouvoirs de l'état d'urgence sanitaire dans les Outre-mer. Nous avons donc été en plus le seul groupe à le faire, les Insoumis. Pourquoi ? Parce que le pass sanitaire est une illusion. On vous demande le pass sanitaire pour que vous alliez vous faire vacciner. Pour ma part, je suis vacciné. De cette manière-là, j'ai évalué le risque. On m'a dit, tu diminues le risque. Fort bien. À l'heure même à laquelle je vous parle, je vous dirais que je connais quelqu'un qui m'est très proche, qui a eu ses 2 premières doses de vaccin, dans les délais et qui est malade du Covid aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas que le vaccin ne vaut rien. Ça veut dire qu'il ne sera jamais satisfaisant à 100%. Et donc, toute personne qui est vaccinée peut continuer à contaminer les autres. Donc, cette personne n'est pas à l'hôpital, en réanimation. Non ? Pourquoi vous pensez qu'elle devrait y aller ? Non, puisque le vaccin, son principal objectif... Voilà, jusqu'au jour où quelqu'un ira à l'hôpital et on dira « il y a aussi des trous dans la raquette ». Donc, ce que je veux vous dire, j'essaye d'être raisonnable et raisonnant. Je suis un homme public, pas un médecin, ni un virologue. La population de la Martinique, massivement, refuse le vaccin. C'est la même chose à la Guadeloupe. Ne méprisons pas les gens. Essayons de comprendre pourquoi ils ont cette réaction. Et surtout, essayons de faire face au problème, pas de l'aggraver. Suspendre les personnels soignants, c'est démantibuler l'organisation de l'hôpital public. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est pire sanitairement après qu'avant, alors qu'on prétendait se protéger par l'obligation vaccinale. Donc, commençons par faire ce constat. On ne désorganise pas davantage les choses. On prend la vie comme elle est. Et on gouverne les gens comme des êtres humains et pas comme des choses. Donc pas à la chicotte. Donc ils ne veulent pas. L'Organisation mondiale de la santé dit qu'il faut convaincre et pas contraindre. Donc c'est pas aux pas convaincus qu'il faut s'en prendre, c'est aux pas convaincants. Moi je vous dis, à vous qui m'écoutez, je me suis vacciné pour la raison suivante. J'abaisse le niveau du risque. Mais après, vous êtes grand garçon et grande fille. Vous savez bien ce que vous avez à faire. Hein ? Voilà. Alors, que faire, nous ? On en est quand même à plus de 700 morts sur une petite île comme la nôtre. Ah ben, je ne dis pas que la pandémie n'existe pas, mais alors vous devez vous poser un ensemble de questions. Si ce que je dis est vrai, à savoir que le vaccin ne nous couvrira pas à 100%, nous en sommes tous d'accord.
Donc nous devons prendre des précautions qui nous permettent de faire face au risque de contamination, qu'on soit vacciné ou pas. Donc ça veut dire les gestes barrières, ça veut dire une réorganisation générale de la société. Ici, par exemple, vous travaillez dans un studio, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes avec un masque sur la figure. Ils essayent de respecter les clauses sanitaires. Dans tous les lieux de travail, il n'en va pas de même. Donc les travailleurs décident comment ils doivent prendre leurs précautions. Nous autres, là, moi je ne connais pas assez la vie quotidienne de la Martinique, mais je peux vous dire qu'en région parisienne ou à Marseille, tout le monde qui arrive au métro à la même heure pour aller au boulot, c'est la catastrophe garantie. Là, il y a plus. Donc tous ces gestes sont à prendre en compte. Et puis, vous avez surtout qu'il faut comprendre quelque chose qui est dur à comprendre pour nos sociétés dites développées avec des grandes guillemets. C'est qu'on a perdu l'habitude de vivre au milieu des pandémies. Des pandémies, maintenant, vous en aurez tout le temps. Pourquoi ? Parce que les élevages massifs ne sont interdits nulle part. Et que chaque fois que vous aurez cette forme d'élevage, vous aurez communication entre les virus des animaux sauvages avec les animaux domestiques et de là aux hommes. Regardez, sur le territoire de l'Hexagone, on est en pleine pandémie de la Covid, qu'est-ce qu'on se ramasse ? La grippe aviaire, alors il manquait plus que ça. 160 poules, il y a là. 160 000 poules, c'est pas un élevage, c'est une usine. Ces pauvres bêtes soufflent le martyr pour rien du tout. Alors, c'est toutes ces choses. Alors, allons prendre des leçons en Afrique, comment ils font ? Ils vivent depuis des générations avec le risque du palu et d'autres maladies de cette nature. Eh bien, ils se sont organisés. Je me souviens, pardon d'évoquer des souvenirs un peu personnels, quand j'étais gosse dans le Maghreb, heureusement maintenant les choses ont changé, mais à l'époque, jamais on ne consommait un légume sans les avoir d'abord nettoyés dans de l'eau avec du permanganate de potassium. Personne ne se sentait humilié de le faire. C'était une mesure d'hygiène publique. Eh bien, il faut que nous réapprenions tout cela. Il faut arrêter de croire à la magie de une chose règle le problème définitivement. Hélas pour nous, nous sommes juste des pauvres êtres humains. Et aucune solution ne comporte 100% d'avantages. Donc voilà ce que j'ai à dire. Alors on me dit, vous devez dire aux gens qu'ils doivent se vacciner. Mais pourquoi je ferais ça ? Pourquoi je ferais ça ? J'ai dit pourquoi je l'ai fait moi. Maintenant, réfléchissons et essayons de trouver des moyens d'avancer. Tout à l'heure, vous citiez les syndicats. Je terminerai là-dessus. Je n'ai pas encore rencontré ceux de la Martinique. Mais je peux vous dire une chose, à la Guadeloupe, Domota m'a expliqué, mais nous, on a des tas de propositions à faire pour prendre des gestes de protection et barrières. Mais personne ne parle avec nous, me dit-il. Alors là-dessus, M. Véran s'est mis à s'en prendre à moi, parce que j'aurais dit quoi ? Que tout ça a été organisé en dépit du bon sens. Voyez-vous, monsieur, je ne sais pas quel argument vous aurez à me développer, mais moi, je n'ai pas supporté de voir les prétendues forces de l'ordre chargées du personnel soignant dans un hôpital. Je n'avais jamais vu ça. Hein. Et je n'ai pas l'intention de le revoir. Et je ne suis pas d'accord pour la pagaille qui règne et le mépris qu'on a pour les gens. Il faut gouverner les êtres humains, c'est gouverner des personnes humaines. Administrer les choses, c'est autre chose. Hein. Vous avez des barils à organiser, vous les mettez en tas, en pile, debout, allongés, comme vous voulez. Mais les êtres humains, c'est autre chose. Et l'art de gouverner, c'est justement l'art de savoir que ce sont des êtres humains et pas des choses. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Donc, on vous retrouve en meeting demain, c'est ça, au Lamentin ? Au Lamentin, oui. Ça va être une belle rencontre. En plus, le Lamentin, mon père y a été receveur de poste. Alors, mais c'était il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps. Merci beaucoup et puis bon séjour chez nous. Merci.